messieurs les abbés, mesdames, messieurs, chers amis, merci beaucoup de votre accueil chaleureux. Et je dois dire tout de suite que je remercie beaucoup M. Ascala pour ses paroles bienveillantes, mais malheureusement, je devrais essayer d'attraper le TGV de 17h51. Voilà. Pour retourner à Paris. Voilà, bon, enfin à Paris, et puis dans ma campagne, surtout lointaine. Et d'essayer d'y arriver, merci beaucoup, et d'essayer d'y arriver avant le couvre-feu, auquel veille le préfet l'Allemand. Ça faisait un bout de temps qu'il n'y avait pas un couvre-feu surveillé par l'Allemand en France. Alors, lorsque M. Escala est mon vieil ami et complice, vice-président de notre groupe au Conseil régional Rhône-Alpes-Petit, m'ont fait l'honneur de me demander de m'exprimer devant vous, j'ai accepté, mais je dois dire que j'ai été embarrassé par le thème choisi. Je le suis encore plus après avoir écouté Petit, parce que je suis un peu comme Saint Bonaventure, qui, je crois, dans une disputation avec saint Thomas, déchirait dans sa manche son texte, tellement qu'il trouvait que celui de son, je n'ose dire, adversaire, concurrent, ami, était meilleur que le sien. Je le dis sans flagornerie, c'est un peu le mien, c'est un peu mon cas, mais j'ai aussi constaté quand même, une fois de plus, sans que nous nous fussions le moins du monde concerté, une extraordinaire identité de vue. J'ai vraiment bu ces paroles comme je pense que vous l'avez fait vous-même. Oui, je dois dire que j'avais été embarrassé par le thème choisi, parce que la vérité vous libérera, veritas liberabit vos, ce n'est pas un thème illégitime, au contraire, mais tellement vaste, tellement difficile, que je ne savais pas par quel bout l'aborder. Et je suis resté dans l'expectative quand même un bon bout de temps, sauf qu'à un moment, il faut quand même qu'on termine la dissertation, parce que le prof va ramasser les copies, quoi. Bon, alors. Et qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que la libération? Et d'abord, qu'est-ce que la vérité? Et encore une fois, sans que nous nous soyons concertés, je pense tout de suite à la question de Ponce Pilate, avant de prononcer la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ponce Pilate qui lui avait dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et en une autre circonstance, le Christ s'est identifié à la vérité même. Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, je n'étant pas théologien moi-même, je me contenterai peut-être d'une définition plus logique que ontologique de la vérité, plus prosaïque aussi, celle que saint Thomas d'Aquin a définie ainsi « Veritas quod est adequatio rei et intellectus ». C'est donc d'abord considérer, la vérité qui est l'adéquation de la chose avec la pensée. De la pensée, l'adéquation de la pensée avec son objet, si vous préférez. C'est donc d'abord considérer les choses telles qu'elles sont. Et ensuite seulement, agir, bien sûr, s'il est nécessaire de les transformer. À cet égard, nous pouvons prendre comme modèle Jeanne d'Arc. Nous ne sommes pas concertés là non plus. Héroïne et patronne secondaire de la France, parce que cette année 2020 est le centenaire à la fois de sa canonisation par l'Église et de la création de sa fête officielle par une loi de l'État. Je ne commenterai pas à cet égard ce que beaucoup savent d'entre vous savez depuis l'école primaire, du moins du temps où l'on y enseignait correctement l'histoire de France,
sur l'incroyable épopée de cette jeune fille, sur son audace extraordinaire d'aller à 17 ans, avec autant d'insistance, demander de l'aide à Robert Baudricourt, sire de Vaucouleurs, de traverser tout l'est de la France en territoire ennemi, sur près de 600 km, puis de s'imposer au Dauphin, reclus à Chinon. Je ne vous parlerai pas de son courage, son intelligence qui fit d'elle un véritable chef de guerre, pertinent et audacieux, sur l'incroyable épopée qui la conduisit à libérer Orléans, puis au terme d'une épique chevauchée, à faire sacrer à Reims le désormais roi Charles VII. Que dire sur son sens politique très réel, qui lui avait bien fait percevoir les mécanismes psychologiques par lesquels augmenterait l'ardeur des combattants. Là, c'est essentiel pour un chef de guerre. Aussi bien que les nécessités stratégiques de ne laisser aucun répit à l'adversaire. Je ne vous parlerai pas de sa pureté qui lui fait corriger les mœurs des soudards auxquels elle avait réussi à imposer son autorité, et sur sa charité qui lui fait pleurer le sort de l'ennemi vaincu et tué. Sur tous ces sujets, donc, et sur bien d'autres encore, je ne suis pas capable de vous apporter des éclaircissements nouveaux, mais je me bornerai à deux réflexions. En premier lieu, je voudrais souligner à quel point, en dépit des différences de temps, notre époque est aussi proche de celle que connut Jeanne d'Arc. Certes, les Anglais ne ravagent plus notre pays. Ils se contentent d'acheter des résidences secondaires en Normandie ou en Aquitaine, où ils ont été longtemps chez eux. Bon. Et nous avons, même avec certains d'entre eux, de solides et légitimes amitiés. On croyait que les progrès de la médecine, c'est une autre différence que je voulais souligner, avaient enrayé les grandes épidémies, du moins sur notre territoire. On s'aperçoit qu'elles sont toujours là, même si le ou la Covid-19 tue moins que ne le faisait la peste noire à l'époque de Jeanne. Et s'il y a aujourd'hui, comme alors, deux papes dans le siège de Saint-Pierre, le pape François et le pape émérite Benoît XVI, ce n'est pas pour autant que la catholicité est divisée par un grand schisme, encore que on pourrait en discuter. Pour autant, notre identité est menacée plus encore qu'elle ne l'était il y a 6 siècles. Elle l'est d'abord dans sa substance même, plus sûrement que par la peste noire d'alors, par la dénatalité qui, jointe à une immigration massive depuis déjà des décennies, procède peu à peu au grand remplacement de la population française, organisée selon les cas, tolérée selon les autres par la trahison des élites dont Hugues a si bien décrit la psychologie. Dans le même temps, le mondialisme agressif submerge notre pays. Les lois qui nous dominent sont faites ailleurs qu'en notre Parlement, et celles que fait notre Parlement, peu représentatif de notre nation, sont parfois abominables. Notre souveraineté, qui est à la nation ce que la liberté est à une personne, est plus menacée que jamais. Et le traité de Maastricht de 1992 ou celui de Lisbonne de 2007 remplace ici le honteux traité de Troyes de 1420. Juste une anecdote à propos du traité de Lisbonne. J'étais à l'époque président de notre groupe parlementaire au Parlement européen quand le président de la République française, Nicolas Sarkozy, est venu en visite pour y prendre la parole. Mais auparavant, on s'est réunis en tout petit comité, 8 ou 10 autour de la table, le président du Parlement, les présidents de groupe et le président de la République française. Et comme c'était l'heure du déjeuner, il mangeait un sandwich en même temps qu'il répondait à nos questions. Bon. Et je lui dis, mais Monsieur le Président, tout le monde dit que ce traité de Lisbonne, c'est la Constitution française. Monsieur Juncker, alors Premier ministre luxembourgeois, ensuite président de la Commission, Monsieur Giscard d'Estaing lui-même avait dit, mais cette Constitution, ce traité de Lisbonne, c'est ma Constitution, mais répartie dans d'autres tiroirs.
voilà, présenté différemment. Bon. Madame Merkel avait dit d'ailleurs, en anglais pour être comprise de ses collègues, « Let's keep the substance and change the wording ». Gardons la substance et changeons simplement les mots. Et on n'a pas changé beaucoup les mots. Comme l'a dit Giscard, on les a mis dans un autre ordre. Alors je dis à Sarkozy, je lui dis, mais ce traité constitutionnel a été rejeté par référendum par le peuple français, par le peuple néerlandais, il l'aurait été par la plupart des peuples européens. Si vous resservez le traité de Lisbonne, parallélisme des formes, vous devez aussi, me semble-t-il, le soumettre au référendum. Et M. Sarkozy me répond textuellement, je ne le ferai pas parce que je ne suis pas sûr du résultat. Bon. Et il ajoute même, je jure sur la tête de ceux qui me sont le plus chers que c'est vrai au mot près. Et il ajoute même, et si je le fais, Tony Blair sera obligé d'en faire autant, et là je suis sûr du résultat, il sera négatif. Bon, autrement dit, comme les peuples sont contre, il va falloir trouver autre chose. Vous voyez, ce que disait Hugues tout à l'heure de l'habileté des politiques. Bon. Mais surtout, comme à l'époque de Jeanne, la Sorbonne, c'est-à-dire aujourd'hui non seulement l'université, mais aussi l'université dont nous avons fait partie, mais aussi les médias et les barons, c'est-à-dire les politiques, sont en majorité acquis au parti de l'étranger. Et ceux qui persistent à défendre l'indépendance nationale ou à dire la vérité contre les mensonges officiels de notre époque, mensonges institutionnels, je viens de leur donner un exemple, mensonges enseignés, obligatoires, judiciairement imposés, eh bien ceux qui s'élèvent contre ces mensonges ne risquent pas d'être brûlés vifs, comme le fut Jeanne le 30 mai 1431 à l'issue d'un procès inique, mais ils risquent aujourd'hui l'ostracisme, la persécution professionnelle, la mort sociale, les amendes ruineuses et même la prison. Entre autres, par exemple, la défense de l'identité nationale est assimilée frauduleusement au racisme et à la xénophobie, ce qui était déjà le cas, mesdames, messieurs, à l'époque de Jeanne. Car c'est l'accusation que l'on portait contre elle. Elle fut diabolisée comme nous le sommes. On peut dire qu'elle fut la première, à ce titre, objet d'un procès en sorcellerie au sens littéral du terme. Car c'est bien cela qui est sous-jacent dans la question qui est posée parmi bien d'autres pièges à cette petite paysanne illettrée. Face aux hommes les plus érudits de son temps, Dieu aime-t-il les Anglais? Question redoutable, car si elle répond non, elle se désigne comme hérétique dans la mesure où il est de vérité de foi que Dieu aime tous les hommes, et si elle répond oui, on lui demandera de quel droit alors elle s'autorise à les combattre. Il est là déjà le sophisme des clercs qui, à l'époque comme aujourd'hui, prétendent arguer de valeurs universelles pour prohiber toute tentative de réaction nationale. On invoquera à tort les valeurs du christianisme, comme si le christianisme prohibait l'existence de nations, ou bien la déclaration des droits de l'homme, en oubliant qu'elle est aussi déclaration des droits du citoyen. Ce n'est pas ma référence absolue. J'ai eu l'occasion au Conseil régional de dire à M. Lindeperg, qui m'accusait d'être un mauvais démocrate et un mauvais républicain, parce que j'avais dit que ma référence absolue n'était pas la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Je disais, mais ce n'est pas une déclaration républicaine, on est encore en monarchie d'abord en 89, pour commencer. Et puis je lui ai dit, M. Lindeperg, M. Lindeperg était le mari de Mme Lindeperg, qui était une députée socialiste chargée de la lutte contre l'extrême droite, etc. Je dis, mais je vais vous dire, M. Lindeperg, vous me connaissez, je suis un modéré, donc je suis modérément démocrate, modérément républicain, je préfère à la déclaration de 1789 celle de l'an 3 de la République française, c'est-à-dire la constitution du Directoire, qui était assortie d'une déclaration des devoirs, et pas seulement déclaration des droits, ce qui n'a pas empêché de ce régime d'être l'un des plus corrompus que nous ayons connu, et pourtant il y a de la concurrence. Et avais-je ajouté, de toute façon, ma référence, je vais vous dire, c'est le décalogue, les 10 commandements de Moïse. Moïse, M. Lindeperg, j'espère au moins que vous n'avez rien contre Moïse. Alors après ça, M. Lindeperg m'a fichu la paix pendant 5 ans, donc tout va bien. Donc,
Aujourd'hui, nous vivons précisément sous la dictature du relativisme que condamnait à juste titre Benoît XVI. Et Hugues y faisait référence tout à l'heure, il disait la mode autrefois c'était de dire qu'il n'y avait pas de vérité. C'est quand même toujours un peu le cas, il faut bien le reconnaître. Alors l'archétype étant, n'est-ce pas, le belâtre qui veut briller en société et qui dit mais de toute façon il n'y a pas de vérité, et à côté de lui Marie Chantal qui boit ses paroles dit ah ben oui ça c'est bien vrai. Bon, voilà. Bon. Dès lors évidemment qu'il n'y a pas de vérité, c'est l'individualisme absolu qui règne en maître, mon corps m'appartient, etc. Enfin bon. Et il n'y a pas d'autre absolu que ce qui est conforme à la volonté individuelle du moment, ce que le grand Solzhenitsyn appelait l'hypertrophie de l'individualisme juridique, dans lequel il voyait la plus grande faiblesse des sociétés occidentales dans son admirable lettre aux Américains. Aujourd'hui, comme à l'époque, les mensonges du prétendu antiracisme, par exemple, ont leur dogme, aux contours flous, qui permettent les interprétations les plus extensives, loi Pleven, Guesso, Perben, Taubira, etc. La loi Perben interdit de dire la vérité en politique, c'est-à-dire de faire une distinction entre les nationaux et les étrangers. Les lois Guesso et Taubira interdisent de rechercher la vérité en histoire. La loi Perben interdit la vérité en morale. Ces mensonges ont leur inquisition, dont les dénonciateurs sont les ligues de vertu stipendiées, MRAP, l'ICRA, SOS Racisme, l'EJF, etc., et bien d'autres, auxquels notre législation a donné abusivement le droit de s'ériger en procureur, contre l'adage qui voulait qu'en France, nul ne plaide par procureur et qu'on ne puisse se plaindre en justice que si on avait subi un dommage direct et personnel. Ils ont également, ces mensonges, leur procès en sorcellerie, comme devant la 17e chambre du tribunal de Paris, dont je m'abstiendrai de faire le catalogue du sottisier, c'est-à-dire des propos qu'elle a condamnés et qui pourtant seraient considérés comme vrais et justes par 95% de la population française. Le tribunal de Mulhouse, dans l'affaire Binder, celui de Vienne en Isère, qui a condamné notre ami cheminot Hugues Girard, coupable d'avoir dénoncé l'origine des auteurs de méfaits ayant ravagé la ville dont il était un élu municipal, et bien d'autres. Ces mensonges ont leurs procureurs et leurs juges asservis au pouvoir politique et leurs complices, les clercs, les intellectuels autoproclamés, toujours prompts à rallier le parti de l'étranger. Récusons donc avec courage cette fausse autorité morale et déjouons leur piège comme le fit Jeanne dans sa réponse lumineuse à la question que j'évoquais tout à l'heure, fulgurante, et que nous pouvons dédier à tous les évêques cochons de notre temps. Je cite, « Dieu aime-t-il les Anglais ? Oui, Dieu aime les Anglais chez eux. » Vous l'avez compris, défendre la vérité, c'est évidemment combattre le mensonge, et ce mensonge est partout. J'ai donné l'exemple du faux universalisme, mais il n'est pas le seul. Et je voudrais vous lire ce qu'a écrit un de mes amis, qui ne vient pourtant pas de votre famille d'esprit, puisqu'il a été, en tout cas, je ne sais pas s'il est encore, franc-maçon. Pas un franc-maçon agressif à l'égard de la religion, mais voilà, c'est pas, j'ai pas pris, je précise que je ne le suis pas, que je n'ai jamais été en tant que de besoin. Hein. Bon. Mais je n'ai pas pris de référence parmi nos auteurs, les auteurs contre-révolutionnaires connus. Voilà ce qu'il m'écrit en novembre 2019. De partout, les peuples des villes descendent dans la rue brandissant le drapeau de leur pays. Alors, ils pensaient notamment aux Gilets jaunes, mais aussi à beaucoup d'autres manifestations. Les peuples des campagnes n'ont pas besoin de drapeaux pour être attachés à leur terre. Avec le concours des médias, partout rachetés par la finance, des gens qui ne savent pas faire grand-chose, il appelait ça la dictature des inutiles. Je dirais même plutôt des néfastes, même, pas seulement des inutiles. Hein. Des gens qui ne savent pas faire grand-chose ont pris le pouvoir en flattant l'affect du peuple qui les a crus, tellement qu'ils ratissaient large. Partout, les peuples sont plus que déçus, car ces gens, pour faire croire à leur utilité, continuent à flatter, à détruire le tissu social,
à rêver, à créer des normes pour les vérifier, à créer de l'argent pour le dépenser et à se croire puissant comme l'empereur nu du comte d'Andersen. Ainsi, actuellement, nous avons Emmanuel Macron. La destruction de la civilisation est leur première occupation, toujours déguisée en croisade pour le bien. C'est ça qui est extraordinaire, n'est-ce pas? On crée les droits de l'enfant, soi-disant pour le protéger, mais dont le résultat est de tuer l'autorité parentale, indispensable à la structuration de l'enfant, et donc de tuer la famille. Mon ami aurait pu ajouter de tuer l'enfant lui-même, ainsi que nous le rappellent les derniers textes adoptés par l'Assemblée nationale. On crée des normes dans tous les domaines, soi-disant pour protéger, mais dont le résultat est de rendre tout beaucoup plus cher, d'appauvrir tout le monde et de permettre en plus une rapine générale en sanctionnant leur non-respect. On crée une vérité totalement artificielle et idéologique, serinée par les médias, et qui, pour être crédible, consomme une énergie folle, comme la colle pour faire tenir le château de cartes, alors que la pomme, au bout de sa branche, n'a besoin de rien pour résister au vent, supériorité de ce qui est naturel. Tout devient obligatoire et interdiction pour atteindre le rêve inatteignable des inutiles, qui dépensent l'énergie de leur peuple en les réduisant à des spectateurs, des auditeurs, des lecteurs, des consommateurs et des électeurs. De partout, tout naturellement, les peuples se détournent de cette obligation de servitude. Ils ne votent plus, ils n'acceptent plus de voir leur pays détruit par leurs dirigeants, ils n'acceptent pas les obligations de parité quand on fait l'impasse sur la parité dans les maternités. Oui, il y a plus de sages-femmes que de sages-hommes, hein, c'est évident, mais on fait aussi l'impasse dans les tribunaux, par exemple, aujourd'hui. Il n'y a pas que dans ce domaine. Mais ils n'ont pas le droit de le dire. Et pendant ce temps-là, les problèmes s'accumulent, tous liés au fait que le pouvoir ne s'intéresse qu'à l'inutile, du moment qu'il flatte l'affect du peuple et qu'il justifie sa propre agitation. Vous voyez que ce garçon, que Hugues ne connaît pas, rejoint en quelque sorte ce qu'il vous a dit tout à l'heure. Alors que faire? Voyons précisément ce que l'exemple de Jeanne peut nous apporter dans le monde d'aujourd'hui. Elle fut la première et sans doute la plus éclatante démonstration de ce qu'en politique, le désespoir est une sottise absolue. Il faut donc nous inspirer d'elle. Je regrette vivement la disparition, j'espère provisoire, du cortège annuel auquel procédait, en même temps que la fête du travail, la formation politique à laquelle j'appartiens et le remarquable discours dans lesquels Jean-Marie Le Pen évoquait sa mémoire. Je salue l'initiative de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc que préside Sixte-Henri de Bourbon-Parme pour l'érection d'une statue de Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg, dont le comité de parrainage, présidé par Philippe de Villiers, comprend plusieurs personnalités. Le président Poutine, la Douma, c'est-à-dire le Parlement russe, la municipalité de Saint-Pétersbourg ont donné leur accord enthousiaste à cette statue, pour l'inauguration de laquelle mon ami Michel de Rostolan, président du Cercle Renaissance, organisera un déplacement. Et je voulais vous dire, aurait-on cru cela possible au temps de notre jeunesse? Enfin, en tout cas de la nôtre, chérie. Mais au-delà de ces légitimes manifestations, il nous faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller tirer les sonnettes de beaucoup de capitaines de vos couleurs, personnalités honorables, dont Hugues a décrit la psychologie, qui occupent dans nos sociétés des fonctions dirigeantes et qui, au fond, pensent comme nous, souvent, mais répugnent à être tirés de leurs habitudes et de leur inertie au moins morale. Il ne faut pas nous laisser impressionner, pas plus par le concert des médias que par les injures crachées contre les patriotes sur les réseaux sociaux, les claques organisées sur les plateaux de télévision pour conspuer les dissidents que nous sommes et que nous nous honorons d'être. Il faut venir en aide, c'est très important ça, il faut venir en aide, même modeste, à ceux qui mènent ce combat. Presse patriotique écrite ou audiovisuelle, héroïque par les temps qui courent, réseaux sociaux de la résistance, politique certes imparfait et même contestable, mais qui rame à contre-courant, défenseurs de la famille et du droit naturel, animateurs d'écoles ou d'instituts supérieurs vraiment libres, etc.
Il faut, à l'occasion des élections locales, investir nos villes et plus encore nos campagnes. Il ne faut pas désespérer, à l'image de Jeanne, dont le rayonnement dépasse ce que l'on peut imaginer. Je ne puis citer tous les livres, les films qui ont illustré son épopée, et rien que dans le domaine musical, Couperin, Carfin, Moscheles, Verdi, Gounod, Tchaïkovski, etc., Liszt, Saint-Saëns, Honegger et tant d'autres l'ont honoré. Ce pouvoir libérateur de la vérité nous a été rappelé par Solzhenitsyn, qui estimait avant la chute de l'Union soviétique que la force de la vérité saperait les bases de ce système. Et ceci s'est réalisé. Et devrait dans ce domaine donc nous donner d'immenses espérances. Lequel d'entre nous, anticommuniste primaire, secondaire et viscéral, aurait pu rêver de voir un jour sous ses yeux l'effondrement, je touche du bois en disant cela quand même, l'effondrement total du système communiste. À l'époque de ma jeunesse, c'était impensable. On savait que c'était une imposture, mais on le croyait assise pour des siècles. Et qui plus est, un effondrement de l'intérieur. Parce que ce ne sont quand même pas les pays occidentaux ou la CIA qui l'ont organisé, ni les intelligentsias de nos pays qui avaient toutes pactisé avec ce système diabolique et monstrueux. Je le sais, à l'Assemblée nationale, par exemple, sous le ministère Chirac, le premier ministère de cohabitation, 86 à 88, quand je proposais, par exemple, que l'on exclue du champ d'application des traités avec l'Union soviétique les pays baltes pour manifester que nous ne reconnaissions pas leur annexion forcée, eh bien, toute la droite parlementaire votait contre les amendements en question. J'ai jamais entendu autant de critiques contre la Russie que depuis qu'elle s'est retirée de tous les pays qu'elle opprimait. C'était absolument incroyable. Nous savions bien que ce système était appelé à disparaître, mais nous pensions qu'il avait peut-être encore des siècles devant lui. Cette monstrueuse imposture s'est effondrée lorsque quelques hommes ont décidé, au risque de leur sécurité et souvent de leur vie, de dire la vérité, et ils l'ont fait de l'intérieur. Mais l'exemple de Jeanne nous montre que si la vérité nous libère moralement et spirituellement, le fait de la proclamer n'apporte pas que des avantages. C'est une litote. Et n'est-il pas paradoxal de dire que la vérité nous libérera, alors justement qu'elle peut nous conduire en prison, voire pire? En outre, certains diront, non sans raison, avec la sagesse populaire, que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et il est vrai que la simple charité ou la nécessaire harmonie des rapports humains peuvent conduire à occulter la vérité. C'est ce que disait déjà Cicéron en latin, dans son livre De l'amitié, De amicitia, molesta veritas siquidem ex ea nascitur odium, quod est venenum amicitiae. Je ne vous imposerai pas la suite en latin, je traduis approximativement: la vérité est néfaste si d'elle naît la haine qui est le venin de l'amitié, mais la complaisance n'est beaucoup plus, qui précipite l'ami dans la ruine par l'indulgence envers ses défauts. Car la plus grande faute en est à celui qui donne à la fois dans le mépris de la vérité et la complaisance pour le mal. Vous voyez, c'est Cicéron, ce n'est pas un auteur chrétien, pour cause. Et de la même façon, d'ailleurs, au IIe siècle avant notre ère, Terence, Publius Terentius Afer, qui est un poète latin d'origine berbère, Carthage, Hoc tempore obsequium amicos veritas odium parit. Par les temps qui courent, la flatterie donne des amis, la vérité des ennemis. Donc, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, ou du moins quand elle rencontre les exigences de la charité. On n'est pas obligé de dire à la tante Ursule qu'elle est vraiment trop grosse, ou des choses comme ça. Bon, ça c'est évident. Et mais même, quelquefois, dans le domaine politique et social. En revanche, il est des occasions graves où il est nécessaire de dire ce qu'exige chez nous
le serment que l'on requiert des témoins en justice. Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et ceci, quelle que soit la façon dont cette vérité sera accueillie. Comme le disait avec une extrême et limpide simplicité Bernadette Soubirous, Sainte Bernadette, à ceux qui ne voulaient pas croire aux messages reçus lors des apparitions et qui restaient sceptiques devant son témoignage. Elle répondait « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. » Voilà. Après, c'est la liberté de chacun. Sans avoir l'immense prétention de comparer notre action passée et celle de mes amis à ces vertus héroïques de Jeanne ou de Bernadette, je m'honore d'avoir avec mes amis, et au premier rang desquels, sans flagornerie, Hugues, d'avoir refusé dans les assemblées où j'ai siégé, spécialement au Conseil régional Rhône-Alpes, de souscrire au mensonge confortable que se gardaient bien de contester ceux qui pourtant auraient dû le faire, s'ils avaient honoré la mission que leurs électeurs leur avaient confiée. Nous n'avons pas fait l'apologie de la Révolution lors de son bicentenaire. Nous en avons rappelé les crimes. Nous n'avons pas déclaré beau ce qui était laid, bon ce qui était mauvais, profitable ce qui était néfaste. Nous avons refusé les dépenses superflues que votaient ceux qui s'étaient engagés à les réduire pourtant. Nous n'avons pas dissimulé la submersion progressive de notre pays sous un discours faussement humaniste, comme le font tant. Nous n'avons pas souscrit au dogme imposé par la dictature de l'indifférenciation, qui voudrait proclamer qu'il n'y a pas de différence entre les nations, pas de hiérarchie entre les civilisations, pas de différence entre la famille naturelle, foyer de transmission de la vie, et les unions homosexuelles, ni entre les hommes et les femmes, dont les rôles devraient être en tout et partout absolument interchangeables. Nous avons reculé les limites du discours et j'espère que nous avons semé là où d'autres moissonneront. Aussi gardons-nous de vouloir tout reconstruire à partir de rien. Nous ne serons les pionniers d'une civilisation nouvelle que dans la mesure où nous défendrons celle-ci, même si sous l'effet des forces contraires, elle était appelée à disparaître et même si, par bien des aspects, nous ne regretterons pas certaines de ces disparitions. Pour ce combat, il faut rétablir en nous la vertu de force qui s'exprime dans la clarté, comme elle s'exprime dans le retour de l'émulation dans l'enseignement, retrouver la notion d'ordre naturel, le sens du réel, l'amour de la vérité, avoir conscience du caractère tragique de la vie, fécond des douleurs et des épreuves. Puissions-nous donc nous conforter dans la piété, la fierté que nous avons et la nécessité où nous sommes de suivre l'admirable exemple de Jeanne pour œuvrer tous ensemble au salut de notre chère patrie. Le sens de mon engagement, comme le vôtre, sinon vous ne seriez pas ici, il est celui-là. Ma conviction intime, c'est que dans cette France d'aujourd'hui, en dépit de nos faiblesses, de nos lacunes, de nos ignorances, de nos hésitations, nous sommes ces mainteneurs en temps de ténèbres, éclaireurs des temps qui viennent. Nous sommes ses héritiers, nous sommes ses dépositaires, et demain, si Dieu veut, nous serons ses bâtisseurs. Merci beaucoup.